Une séparation, un divorce, ce sont, des moments de vie, incroyablement complexes. Et au milieu de toutes les émotions, il y a une question très, très pragmatique qui peut devenir une véritable bombe à retardement. Qu'est-ce qu'on fait de la maison? L'un des conjoints veut vendre vite pour tourner la page, l'autre a besoin de temps ou veut garder un cadre pour les enfants. Comment la loi tranche dans ce genre de situation? Qui a vraiment le pouvoir de décider? C'est un sujet qui touche énormément de monde et qui est, oui, rempli de malentendus. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de clarifier les droits de chacun lors de la vente de ce bien si particulier, le logement familial. Et le facteur qui change absolument toutes les règles du jeu, c'est le statut du couple. Les droits et les obligations sont pas du tout les mêmes selon qu'on est marié, pacsé ou en concubinage. C'est là que se cachent la plupart des pièges, en fait. D'accord. Et pour y voir clair, on s'est appuyé sur une analyse très concrète, celle d'un conseiller immobilier de l'Essonne, Antonio Figueiredo. Son travail de terrain à Longpont-sur-Orge lui a permis de synthétiser les réponses à une question angoissante. Qui doit signer et à quel moment pour éviter que tout capote à la dernière minute chez le notaire? On va donc s'inspirer de son expertise pour démêler tout ça. Exactement. Et pour que ce soit simple, on va suivre le processus de vente. On va d'abord s'arrêter sur une distinction fondamentale et souvent mal comprise entre le mandat de vente et l'acte de vente définitif. Ensuite, on examinera les règles pour chaque type d'union, le mariage, le pax, le concubinage, et on terminera sur une question sensible. Est-ce que les enfants ont leur mot à dire? Parfait. Alors commençons par le tout début. Le mandat de vente. J'avoue que pour beaucoup de gens, moi y compris, signer le mandat avec l'agence, c'est déjà avoir vendu dans sa tête. On se dit, ça y est, c'est parti. Est-ce que c'est là que le premier piège se présente? C'est exactement là. Il faut bien comprendre que le mandat de vente, ce n'est pas la vente. C'est un contrat qui donne l'autorisation à un professionnel de commercialiser le bien, faire des photos, mettre des annonces, organiser les visites. C'est le coup d'envoi, mais pas le but. Et pour ce coup d'envoi, la règle est simple. Seul le propriétaire inscrit sur le titre de propriété signe. Ah, d'accord. Si les deux conjoints sont propriétaires à 50-50, les deux doivent signer, ou alors l'un doit donner procuration à l'autre. Mais le point essentiel, c'est que le conjoint qui n'est pas propriétaire n'a rien à signer à ce stade. D'accord. Donc si la maison est à mon nom, je peux seul mandater une agence pour la mettre en vente, même si mon conjoint n'est pas d'accord. À ce stade, oui, vous pouvez lancer le processus. Mais attention, c'est une autorisation de chercher un acheteur, pas une autorisation de vendre. La véritable décision, celle qui transfère la propriété, elle n'intervient que bien plus tard, chez le notaire. Et c'est là que le statut du couple entre en jeu et peut tout changer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, commençons par le cas le plus protecteur, j'imagine, les couples mariés. Il y a un article du Code civil qui est mentionné, l'article 215, qui dit en substance que les époux ne peuvent pas disposer l'un sans l'autre du logement de la famille. Ça a l'air très puissant. C'est une véritable forteresse juridique. En clair, ça signifie que même si un seul des deux époux est officiellement propriétaire du bien, imaginons qu'il l'ait acheté seul avant le mariage ou qu'il l'ait reçu en héritage de ses parents, eh ben son conjoint doit obligatoirement donner son accord pour la vente. La seule condition, c'est que ce bien soit la résidence principale de la famille. Le droit protège ici le foyer, le lieu de vie, bien plus que le titre de propriété. Attendez, ça c'est contre-intuitif. Ça veut dire que même si j'ai hérité de la maison de mes grands-parents, qu'elle est à 100% à mon nom, si c'est là qu'on vit avec mon mari et mes enfants, je ne peux pas la vendre sans sa signature. Vous ne pouvez absolument pas. Les tribunaux sont unanimes sur ce point depuis des décennies. Une vente réalisée sans l'accord du conjoint non propriétaire peut être annulée. C'est une protection incroyable conçue pour éviter qu'un des époux ne se retrouve à la rue avec les enfants sur une décision unilatérale. Et concrètement, comment ça se passe? J'ai signé le mandat de vente seul, l'agence trouve un acheteur, tout le monde est content, on prend rendez-vous chez le notaire, et là, Et là, c'est le moment de vérité. Le notaire, dont le rôle est de garantir la sécurité juridique de la transaction, va vérifier votre situation matrimoniale. Il va dire « Madame est mariée, ce bien constitue le logement familial, il me faut donc l'accord exprès de monsieur ». Si votre époux n'est pas présent pour signer ou n'a pas donné son consentement écrit, le notaire, il suspend tout. La vente est bloquée. on imagine le scénario catastrophe, les acheteurs qui ont peut-être déjà débloqué leur prêt, posé leur préavis, tout le monde se lève et repartent, il y a des pénalités financières pour le vendeur qui n'a pas pu conclure, hein.
C'est un désastre total. Humainement, c'est terrible, perte de confiance, colère. Et financièrement, oui, le vendeur peut être tenu de payer des indemnités aux acheteurs, prévues dans le compromis de vente, pour ne pas avoir respecté ses engagements. C'est pour ça qu'anticiper est vital. Un bon professionnel demandera dès le début « Êtes-vous marié ?» et expliquera immédiatement la nécessité d'avoir l'accord de principe du conjoint bien avant d'arriver devant le notaire. On voit bien que le mariage, c'est une véritable armure pour le logement. Mais j'imagine que beaucoup de gens pensent être aussi bien protégés avec un Pacs. Est-ce que c'est une erreur commune? C'est l'erreur la plus fréquente et la plus lourde de conséquences. Le régime du Pacs est radicalement différent. Depuis une loi de 2006, la protection du logement familial ne s'applique plus de la même manière. Pour le dire froidement, les sentiments protègent le couple, mais seul le titre de propriété protège le bien. C'est-à-dire que si le bien est au nom d'un seul des partenaires pacsés, il peut le vendre sans l'accord de l'autre. Exactement. Le partenaire qui est seul propriétaire a les pleins pouvoirs. Il signe seul le mandat de vente et surtout il signe seul l'acte de vente final chez le notaire. Son partenaire n'a légalement aucun droit de s'y opposer. La loi a privilégié ici l'autonomie et la propriété individuelle sur la protection du foyer. C'est un assez brutal quand on y pense. Ça veut dire qu'une personne peut se retrouver mise à la porte de chez elle du jour au lendemain, sans aucun recours, simplement parce qu'elle a choisi le Pacs plutôt que le mariage civil. Légalement, sur la question de la vente, la réponse est oui. C'est une situation qui peut être d'une violence inouïe. Le partenaire non propriétaire peut apprendre que le logement est vendu alors que les visites commencent. Bien sûr, il y a une petite nuance si le logement est loué. Le partenaire non propriétaire peut avoir des droits liés au bail, mais ça n'empêche pas la vente. C'est pourquoi, même si la loi ne l'impose pas, la communication est essentielle. Un minimum de respect humain commanderait de prévenir son partenaire, de discuter des délais. La loi donne un droit, mais le bon sens et la décence recommandent le dialogue. On passe donc d'une protection maximale à une quasi-absence de protection. Et pour le troisième cas, le concubinage, l'union libre, j'imagine que c'est encore plus simple tout. C'est la situation la plus limpide sur le plan du droit de propriété, oui. Le conjoint non propriétaire n'a absolument aucun droit sur la vente. Le propriétaire unique décide de tout, du début à la fin. Il signe le mandat seul, il signe l'acte de vente seul. Juridiquement, il n'y a même pas de débat. Mais là encore, j'imagine que la présence d'enfants change la donne. Pas sur la vente elle-même, mais sur ses conséquences. Il est question d'une jouissance temporaire qui peut être accordée par un juge. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? C'est une nuance cruciale. Quand des enfants sont impliqués, un juge aux affaires familiales peut intervenir. Son objectif, ce n'est pas de protéger le patrimoine des parents, mais l'intérêt des enfants. Pour leur garantir une stabilité, le juge peut décider d'attribuer la jouissance du logement au parent qui a la garde, même s'il n'est pas propriétaire, pour une durée déterminée, souvent jusqu'à la majorité du plus jeune. D'accord, mais alors qu'est-ce que ça implique pour la vente? Ça la bloque? Non. Et c'est là que c'est subtil. Le propriétaire a toujours le droit de vendre son bien, mais il le vendra occupé. C'est un peu comme vendre un appartement avec un locataire en place. L'acheteur devient propriétaire, mais il ne pourra pas habiter le logement avant la fin de la période de jouissance fixée par le juge. Donc le nouveau propriétaire se retrouve avec l'ex-conjointe et les enfants de l'ancien propriétaire comme locataire gratuit. Ça doit être un cauchemar à vendre un bien comme ça. Ce n'est pas un cauchemar, mais ça change radicalement le profil de l'acheteur. Ce ne sera pas une jeune famille qui cherche à s'installer, mais plutôt un investisseur qui fait un pari sur le long terme et qui obtiendra en contrepartie une décote très importante sur le prix d'achat. La clé ici, c'est la transparence absolue. Le vendeur doit informer l'agence et les acheteurs potentiels de cette décision de justice dès la première seconde. Le cacher serait une faute grave. Ça nous amène directement à la question des enfants. On voit que leur intérêt est pris en compte par le juge, mais est-ce qu'ils ont eux-mêmes un pouvoir? Est-ce que des ados peuvent dire « on refuse de déménager et bloquer la vente » C'est une idée qu'on entend parfois. C'est un point qu'il faut vraiment démystifier. Les enfants n'ont aucun droit de veto sur la vente. Leur accord n'est pas requis, ils ne signent aucun document. Ce sont les parents, les propriétaires, qui décident. L'intervention du juge, ce n'est pas pour leur donner un droit de propriété, c'est une mesure de protection de leur cadre de vie, de leur stabilité. La décision de vendre appartient aux adultes. C'est très clair. Si on devait faire une synthèse pour bien fixer les idées, au moment crucial, celui de la signature chez le notaire, que faut-il retenir pour chaque situation? Alors, pour ce moment décisif. 1. Couple marié. Si c'est le logement familial, l'accord du conjoint non propriétaire est obligatoire.
Sans lui, pas de vente. C'est la règle d'or. 2. Couple pacsé. Le propriétaire unique décide seul et signe seul. L'autre partenaire n'a pas son mot à dire. 3. Concubin, même chose. Le propriétaire décide seul, mais attention à cette épée de Damoclès de la jouissance temporaire accordée par un juge s'il y a des enfants. Il y a un autre aspect pratique qui est souvent une source de stress monumental. Le prêt immobilier en cours. On se sépare, on veut vendre, mais la banque, elle, nous considère toujours comme un bloc uni. Comment on gère ça? C'est un point administratif à ne surtout pas négliger. Il faut anticiper et contacter sa banque le plus tôt possible. L'objectif est d'obtenir ce qu'on appelle la désolidarisation du prêt, c'est-à-dire que la banque accepte de libérer l'un des deux co-emprunteurs de ses obligations. La banque va alors étudier la solvabilité de celui qui reste et elle peut refuser si elle estime que c'est trop risqué. L'autre solution, la plus courante, c'est de solder le crédit en cours, grâce à l'argent de la vente. Mais tout ça, ça demande du temps, des papiers, et il faut l'intégrer dans son calendrier pour ne pas être pris de court. Tout à fait. Et ça renforce cette idée que dans ces moments de vie où l'émotionnel prend souvent le dessus, avoir un tiers de confiance qui rappelle le cadre légal est essentiel. Notre rôle en tant que conseiller n'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est de s'assurer que la vente se fasse dans le respect du droit de chacun, en expliquant clairement les règles du jeu. C'est la condition pour que la transaction soit équitable et sécurisée pour tout le monde, y compris pour les acheteurs. Bien. Si on devait repartir avec 3 idées fortes de cette discussion, je dirais, premièrement, le statut juridique du couple est la clé de tout. Marié, pacsé, concubin, ce n'est pas juste un papier, ça change radicalement les droits et les devoirs sur le bien le plus important, la maison. Deuxièmement, le mariage offre une protection absolue au logement de la famille. C'est un concept juridique très fort en France. L'accord des deux époux est indispensable pour la vente finale, même si un seul est propriétaire sur le papier. C'est vraiment la grande spécificité à retenir. Et enfin, troisièmement, le maître mot est l'anticipation. Clarifier sa situation, obtenir les accords de principe, parler à sa banque, communiquer avec son ex-conjoint même quand c'est difficile, chaque étape préparée en amont, c'est une crise potentielle évitée le jour de la signature chez le notaire. C'est une excellente synthèse. Et pour finir, ça m'amène à une réflexion qui va un peu plus loin. Notre discussion s'est concentrée sur les règles qui s'appliquent au moment de la rupture, quand il est, souvent, trop tard. Mais ça soulève une question plus large, à se poser bien en amont. Au-delà des protections prévues par la loi pour chaque statut, quelle conversation un couple devrait-il avoir avant d'acheter ensemble? Quelle clause dans un contrat de mariage? Quelle précision dans une convention de Pacs ou d'indivision pourrait être mise en place pour anticiper une éventuelle séparation? Comment peut-on préparer un cadre qui reflète non seulement la loi, mais aussi l'équité et les intentions réelles du couple, pour que le jour où, malheureusement, les chemins se séparent, la question de la maison ne vienne pas ajouter une guerre à la douleur?